Tout est bien visible pour vous? Parfait. OK, voilà. Donc merci bien pour cette introduction. Donc effectivement cette présentation, on va donc parler de l'optimalisation de la phase lutéale en cycle frais. Donc en fait, ce dont je vais vous parler, c'est effectivement la différence entre la phase lutéale en cycle frais et cycle congelé. On va vite aller parler du rôle de la progestérone. On va voir pourquoi on a effectivement besoin d'une supplémentation dans la phase lutéale en cycle frais, car on sait qu'il y a effectivement des corps jaunes. Donc on va voir pourquoi est-ce qu'on doit avoir un support supplémentaire dans ces cycles frais. Et de l'autre côté, on va regarder de quoi il s'agit quand on doit adapter ce support dans la phase lutéale. Et on va finir avec quelques conclusions. Donc, en fait, si on regarde la phase lutéale en cycle frais et cycle congelé, on voit qu'en cycle frais, avec en fait la stimulation ovarienne qui se passe avant que la phase lutéale est initiée, on voit effectivement qu'il y a une situation hyperphysiologique. Donc les taux d'œstrogène, les taux de progestérone sont supraphysiologiques comparés avec un cycle normal. Et comme on voit dans cette figure, en fait, dans des cycles hyperstimulés, il y a une certain gap. Donc on voit que la phase lutéale est beaucoup plus courte. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une supplémentation lutéale en cycle frais, avec après une stimulation ovarienne. En cycle congelé, de l'autre côté, là, on voit que la situation est complètement différente. En cycle naturel, on voit qu'on utilise le cycle naturel pour transférer l'embryon. Donc, on a une croissance folliculaire, on a une ovulation et effectivement, on a une production de la progestérone. Mais dans certains patients, on voit qu'ils ont une phase lutéale déficiente. Et donc là, ils peuvent avoir, donc ces patientes, en général, c'est entre 8 et 20% des patientes qu'on voit qui sont confrontées avec une déficience dans la phase lutéale. Ces gens-là peuvent bénéficier d'une phase lutéale, une supplémentation dans la phase lutéale. En cycle congelé, congelé et artificiel, préparé d'une façon artificielle, là, on sait que l'œstrogène qu'on donne va en général bloquer la croissance folliculaire et va donc éviter qu'il y aura une ovulation. Et donc la supplémentation de la progestérone exogènement, c'est la seule forme de progestérone dans laquelle l'endomètre sera exposé dans ces cycles artificiels. Et donc là, effectivement, la production de progestérone est complètement dépendante de ce que nous, on administre aux patientes. Et donc, on voit que la progestérone, effectivement, on ne s'est jamais parlé de la phase lutéale sans parler de la progestérone. Et la progestérone est une hormone très, très importante et qui est produite par le corps jaune. Le corps jaune qui est produit après l'ovulation. Et donc, on voit que c'est en fait une glande endocrine temporaire qui existe que dans la phase lutéale. Et on voit qu'en fait, c'est la transformation des cellules granulosas qui vont faire que, ensemble avec les cellules TK, qui vont produire la progestérone. Et donc, en fait, elle est active dans la phase lutéale. Et si jamais il y a une grossesse, l'HCG qui est produit par le trophoblaste au début de grossesse va effectivement mettre ou garder cette glande en fonction. Et donc, on voit que le corps jaune ne produit pas seulement la progestérone et l'œstrogène, mais produit aussi des facteurs de croissance, des substances vasoactives, des choses qu'au début, surtout dans les cycles artificiels, on avait un peu oublié que ces facteurs étaient aussi produits par le corps jaune. Et on voit que si on parle des doses de progestérone en phase lutéale dans un cycle naturel, on est autour de 40 à 60 nanomoles par litre. Et donc, la progestérone même va faire que l'endomètre va se transformer. Donc, dans la phase folliculaire, on va avoir une prolifération de l'endomètre. Donc, l'endomètre va s'épaissir. Et puis après, la progestérone va faire que l'endomètre devient réceptif, qu'il y aura des changements sécrétoires de l'endomètre qui sont nécessaires pour l'implantation. Mais de l'autre côté, la progestérone est effectivement aussi très important pour un effet immunomodulatoire qui va donc permettre à l'embryon qui est partiellement allogène de s'implanter. De l'autre côté, la progestérone fait aussi que la production d'éno va augmenter et va relaxer les muscles et ainsi d'une vasodilatation locale qui permet en fait à l'embryon aussi de s'implanter.
Et donc, en fait, cet effet immunomodulatoire, c'est assez complexe. Ici, il y a une figure, mais on voit en fait que la progestérone fait que la production des facteurs anti-inflammatoires est en fait stimulée, qui vont aider à ne pas réjecter l'embryon qui va s'implanter. De l'autre côté, la progestérone, on sait que c'est aussi très important pour le maintenance d'une grossesse. Et on voit aussi, on voit chez les gens qui ont des fausses couches à répétition, qu'il y a toujours une base d'aneuploïdie, effectivement, dans ces fausses couches. Mais de l'autre côté, on voit que de plus de fausses couches les patientes ont, de plus de risques il y a qu'il y a des embryons qui sont euploïdes, et peut-être que là, il y a aussi plus de problèmes au niveau de l'implantation, au niveau de la phase lutéale. Si on regarde en fait tous les papiers qui ont été publiés dans des fausses couches, des menaces de fausses couches et des fausses couches à répétition, on voit, si on prend le dernier review de Kumarasamy, qui est aussi effectivement l'auteur du PRISM et du PROMISE trial, on voit qu'il y a donc effectivement un avantage pour administrer la progestérone pour éviter une fausse couche à répétition, ou pour aussi une menace de fausse couche. Donc la progestérone a vraiment est un hormone très important qui a plusieurs facteurs sur lesquels il va agir. Et donc en fait, la progestérone va aussi faire que la fenêtre d'implantation de l'endomètre va s'ouvrir. Et c'est vraiment un certain seuil qui doit être passé, et c'est après, quand ce seuil a été passé, que l'endomètre va devenir réceptif pour l'embryon. Et donc, en fait, c'est vraiment donc très important pour ouvrir cette fenêtre. Et on voit qu'en cycle stimulé, que donc normalement en conception naturelle, la progestérone va commencer à monter autour de l'ovulation, et donc en ce moment-là, donc la fenêtre d'implantation de l'endomètre va être synchronisée avec la fenêtre d'implantation de l'embryon. Par contre, quand on fait une stimulation ovarienne, on voit souvent que la progestérone commence déjà à monter avant l'ovulation, avant le retrait des ovocytes, et on voit que ça avance en fait la fenêtre endométriale, la fenêtre de implantation. Et si on n'adapte pas le transfert à ce moment-là, on va voir que l'endomètre ou la fenêtre peut déjà être fermée quand on transfère les embryons en temps normal. C'est pour ça aussi, les papiers de Bosch qui ont été publiés, ils ont montré que si jamais la progestérone est au-delà de 1,5 nanogrammes par millilitre, que c'est mieux d'effectuer un freeze-all avant d'éviter en fait une asynchronie entre l'embryon et l'endomètre. Et donc, en fait, il y a plusieurs théories qui sont mises en évidence pourquoi il y a effectivement une déficience dans la phase lutéale. On voit peut-être, c'est que pendant le retrait des ovocytes, pendant la ponction, on ne retire pas seulement l'ovocyte, mais peut-être aussi des granulosa cells. On sait aussi dans un agoniste, quand on arrête l'agoniste, un long agoniste, on voit que ça prend quand même 2 à 3 semaines avant que la production des gonadotrophines ait reprise. Après un antagoniste, par contre, on était un peu étonné qu'on avait besoin d'une supplémentation. On va voir comment ça se fait par après. Après, on voit que c'est surtout en fait les taux des stéroïdes, des œstrogènes et de la progestérone juste avant et après la ponction, qui sont en fait responsables, qui vont bloquer les lâches. Et les lâches est très important pour garder la fonction du corps jaune. Et on voit que pour l'instant, on voit plutôt que c'est cette théorie qui est le plus probable pour cette déficience dans la phase lutéale en cycle frais. Donc ça, c'est la figure que je viens de vous montrer. Donc effectivement, en général, il y a un gap d'environ 4 jours, et c'est ce gap-ci qu'on doit effectuer et qu'on doit supplémenter avec une progestérone par voie exogène. Et donc, on voit qu'en agoniste, il y a différents facteurs. Donc, on voit en cycle naturel, on voit le taux de progestérone, et on voit aussi que la phase lutéale prend 14 jours. La deuxième figure, c'est en fait une figure après un protocole long et un déclenchement de l'ovulation par HCG. On voit que l'HCG a en général une durée de demi-vie de 7 à 10 jours. Et donc, on voit effectivement que si on utilise une supplémentation, qu'ici, on arrive
vraiment à supplémenter. Si on ne fait pas de supplémentation en phase lutéale, ça c'est la dernière figure, vous voyez que la progestérone commence à être presque à 0 autour du J10 après l'ovulation. Et donc, en cycle antagoniste, on voit un peu la même chose. On voit effectivement que quand on fait pas de phase, quand on fait un déclenchement par HCG, qu'effectivement aussi de nouveau la diminution de la progestérone est autour du jour 10 du cycle. Et on voit si on ne supplémente pas avec une phase lutéale, que les taux de grossesse sont avec un récombinante LH ou avec un agoniste sans supplémentation, on voit que les taux de grossesse sont presque 0. Donc là, c'est vrai que par contre, quand on fait un déclenchement avec un agoniste, on sait que donner de la phase lutéale juste par une progestérone micronisée, ça ne suffit pas, qu'on doit vraiment encore associer ça avec une injection d'HCG, comme Peter O'Maiden a déjà proposé dans ses papiers. Et donc, on voit qu'en phase lutéale, après un traitement par antagoniste, qu'il y a aussi un besoin d'une supplémentation dans la phase lutéale. Et comment est-ce qu'on doit maintenant supplémenter cette phase lutéale en cycle frais? Si on regarde les recommandations d'Eschereux, on voit que la progestérone est recommandée pour le support de la phase lutéale. Et ça, c'est un des reviews qui a été publié en 2015 de Van der Linden. Et on voit effectivement que comparé avec du placebo, pour ce qui concerne les taux de naissance vivante et les grossesses, les taux de grossesse, on voit qu'il y a vraiment une faveur pour la progestérone. Si on compare, par exemple, avec des injections d'HCG, la progestérone peut protéger contre une hyperstimulation. Donc, on voit que c'est vraiment la progestérone qui est advisée en phase lutéale et pas l'HCG, car on voit que là, on peut avoir quand même plus de risque de hyperstimulation à cause de l'administration de l'HCG. Et donc, quand est-ce qu'on doit commencer cette progestérone? On voit qu'on peut le commencer le soir de la ponction et pas plus tard que 3 jours après la ponction. Ça a été prouvé par certains papiers. Donc, ça, c'est un papier de Connell où ils ont regardé, donc c'est un review en fait, où ils ont regardé plusieurs papiers. Et donc, on voyait que si jamais on commençait plus tôt que la ponction, à 12 heures avant, on voyait que ça pouvait influencer négativement les taux de grossesse. De l'autre côté, si on commençait à jour 6, par exemple, on voyait que là aussi, les taux de grossesse étaient diminués. C'est pour ça qu'on a donc effectivement conclu qu'on ne peut pas commencer la phase lutéale plus tard que 3 jours après la ponction. De l'autre côté, ça c'est encore un autre papier. Donc, si jamais on commence le jour de la ponction comparé avec le jour après, on voit qu'il n'y a pas de différence en taux de progestérone, ce qui est noté ici en dessous, et ni au niveau des taux de naissance vivante. Donc, on peut commencer le jour ou le soir de la ponction, le lendemain, mais pas plus tard que 3 jours après. Et donc, point de vue l'administration, quelle route est-ce qu'on doit préférer? On sait qu'il y a plusieurs routes qui peuvent être utilisées. On voit aussi dans cette review systématique de Van der Linden qu'il n'y avait pas de différence dans les formes différentes. Par contre, on voyait, mais si on regarde les autres ratios, je ne sais pas si vous les voyez, si on compare l'intramusculaire avec le vaginal ou le rectal, il y avait une petite préférence pour utiliser en fait l'intramusculaire. Par contre, je ne sais pas comment c'est chez vous à Marrakech, mais par exemple en Belgique, on n'a pas de forme intramusculaire qui est à notre disposition pour la phase lutéale. Et donc, en fait, l'oral n'a pas été pris en compte dans les recommandations d'Eschereux. Par contre, on a quand même 2 très grandes RCT qui ont été publiées. Premier, c'était le Lotus 1, qui a comparé en fait la dihydrogestérone, donc c'est une progestérone orale, avec l'utrogestan, la progestérone micronisée par voie vaginale. Et on a vu qu'il n'y avait pas de différence, que la forme orale n'était pas inférieure à la forme vaginale. Même chose avec un gel, ça c'était le Lotus 2, et on a également vu qu'il n'y avait pas de différence. Donc en fait, cette forme orale, qui est quand même beaucoup plus tolérée et mieux tolérée que la forme vaginale, est vraiment, on peut l'utiliser pour la phase lutéale en cycle frais.
Par contre, on a dans cette étude aussi regardé effectivement les effets secondaires, les taux de malformations congénitales, familiales et autres. Et aussi là, on n'a pas vu de différence et c'est quand même sur pas mal de nombre de patientes. Donc, on a vu qu'il n'y avait pas de différence en taux de complications après l'utilisation de la dydrogestérone. Et puis, ça, c'est quand même un facteur de débat, on va dire. Quand est-ce qu'on arrête la supplémentation dans la phase lutéale? Et en fait, on voit, et en fait, c'est confirmé dans plusieurs papiers, que dès que la grossesse, le test de grossesse est positif, on voit qu'on peut en fait arrêter la supplémentation de la phase lutéale. Et en fait, ça, c'est basé sur le shift. Donc, on voit qu'il y a vraiment, il doit avoir vraiment un shift. Donc, d'abord que, en fait, ce placenta a assez ou produit assez de LH pour supporter en fait la production de progestérone après. Et donc, il y a un peu de discussion entre quand ça peut arriver. En général, ça arrive entre 5 et 8 semaines d'âge gestationnel. Et donc, quand on voit le dernier papier qui a été publié dans cette topic, on va dire, on voit effectivement que quand on arrête la progestérone prématurément, c'est-à-dire à partir de 4-5 semaines de grossesse, on voit qu'il n'y a pas de différence en taux de nouveau-nés, de naissance vivante, mais non plus dans les taux de fausses couches. Donc, en fait, c'est assez rassurant de arrêter au moment du test de grossesse. Ça, c'est en fait juste un résumé de la dose qui est proposée par l'ESHRE pour la phase lutéale. Et ça, c'est aussi très, très, très important et très intéressant, c'est à voir. Donc, on a maintenant regardé toutes les recommandations dans l'utilisation de la supplémentation dans la phase lutéale. Mais si on regarde cette questionnaire qui a été envoyé à peu près à 184, si je me souviens bien, spécialistes de 43 différents pays, et on voit ce qu'on fait d'habitude, et ce qui est surtout étonnant, c'est effectivement la discontinuation de la phase lutéale. On voit que 52% des spécialistes arrêtent quand même encore leur supplémentation à 12 semaines. Donc, en fait, quand on voit les données, on voit que c'est quand même possible d'arrêter plus tôt. Je dois admettre aussi que dans notre centre à Bruxelles, on arrête la phase lutéale en cycle frais à peu près à 7 semaines de grossesse. Donc, nous aussi, on n'ose pas, je pense, arrêter la supplémentation plus tôt. De l'autre côté, si on regarde le début de l'administration, on voit que 71% commencent le soir de la ponction et on voit aussi que la progestérone vaginale micronisée est quand même actuellement encore la forme le plus utilisée. Il vous reste 3 minutes, madame. Ok, ça va. Je pense que je peux faire mon dernier point. Le dernier point, c'est un peu ce qui est assez, on va dire, hot topic en cycle congelé. C'est en fait donc en fait mesurer la progestérone en phase lutéale. On connaît tous ces papiers qui ont donc mis en évidence plusieurs seuils en dessous lesquels en fait les taux de grossesse diminuent en cycle congelé. Par contre, si on regarde en cycle frais, et donc ça c'est un papier qui a été publié par le groupe de Humayden, et ce qu'ils ont fait, c'est en fait le jour ou 7 jours après la ponction dans différents protocoles, ils ont en fait regardé les taux de progestérone. Et donc on voit que en fait la fluctuation de la progestérone est quand même très très grande. On voit de plus haut la progestérone est, de plus qu'elle peut fluctuer. Et donc ça complique quand même la vie quand on veut vraiment travailler avec un seuil. On voit qu'il n'y a vraiment pas de lien entre le nombre d'ovocytes qui a été prélevé. Par contre, si on regarde les dernières publications de la BARTA, elle a fait une étude prospective et elle n'a pas vu de différence en taux de grossesse quand elle mesurait la progestérone le jour de la ponction, du transfert en cycle frais. Et on voyait que le taux moyen de progestérone était à 92. Donc pour elle, en fait, c'est pas nécessaire de mesurer la progestérone le jour du transfert en cycle frais, parce qu'on voyait pas de différence entre les taux de progestérone et les taux de grossesse. Une autre étude avait un peu montré la même chose. Donc ça, c'est en fait la mesure de progestérone 7 jours après le transfert
Et ils ont vu que quand la progestérone était basse et qu'on supplémentait avec un peu plus de progestérone, l'endométrine à 300 au lieu de 200 mg, qu'il n'y avait pas de différence en taux de naissance vivante. Donc là aussi, ça parle un peu plus pour ne pas mesurer la progestérone en phase lutéale. Par contre, une autre publication récemment a quand même montré qu'il y aura une différence plutôt en taux de grossesse quand la progestérone elle est basse mesurée au moment du transfert à jour 6, pardon. Et donc, on voyait que là, peut-être, quand on rajoute de la progestérone, de la dihydrogestérone, quand la progestérone elle est basse, ça pouvait peut-être augmenter les taux de grossesse. Donc, je pense que je peux conclure que pour l'instant, pour une individualisation de la phase lutéale en cycle frais, il n'y a pas encore assez de données comparées avec les cycles congelés où là, c'est quand même généralement, il y a généralement un conseil de quand même faire le mesure de la progestérone et d'une individualisation de la phase lutéale. On voit que la progestérone est vraiment cruciale pour l'implantation et pour la maintenance de la grossesse. On voit qu'on a besoin d'une supplémentation par progestérone autant dans des cycles paragonistes et antagonistes, et on ne peut pas commencer plus tard que 3 jours après la ponction. Par contre, au niveau de l'arrêt de la phase lutéale, de la supplémentation, il y a quand même encore beaucoup de discussions et la forme vaginale est encore utilisée le plus au monde entier. Par contre, laissons-nous peut-être penser à des options qui sont un peu plus agréables pour les patientes et donc la forme orale peut être une option dans ces patientes. Merci bien de votre attention et de votre invitation pour ce joli congrès. Merci. Merci, madame, d'avoir respecté votre temps de parole. Et on va faire la place à 2 questions, si vous voulez bien rester en ligne. Bien sûr, merci. Je profite d'avoir le micro, j'en ai une. Est-ce que dans votre protocole de prise en charge en cycle frais, vous tenez compte de l'agent déclenchant, selon que vous déclenchez par la CG ou vous déclenchez par un agoniste? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que dans votre support lutéal, vous ne tenez pas compte de la pathologie antérieure pour laquelle la femme a eu sa PMA? Qu'on parle d'adénomyose, d'endométriose ou autre pathologie. Est-ce que ça peut influencer la durée de prise en charge de cette phase lutéale? Et puis, une dernière, que pensez-vous de cette polémique de l'association des deux, de la dihydrogestion par voie orale et la vaginale? Est-ce que vraiment ça a un impact réel sur le support de la phase lutéale? Merci bien. Donc, pour répondre à la première question, je dois dire que quand nous, on déclenche l'ovulation paragoniste, on sait qu'il y a ce protocole par Womeiden. Par contre, nous, on a fait un RCT qui a comparé, donc, en fait, la congélation totale avec, en fait, le protocole Womeiden pour, on va dire, récupérer la phase lutéale après un déclenchement paragoniste. Et on a vu que si on fait cette récupération par HCG, on voyait quand même plus de OHSS, donc d'hyperstimulation. C'est pour ça que quand on déclenche, nous, avec un agoniste, on ne fait pas de transfert frais. Donc ça, c'est vraiment pour nos protocoles de frisol, on va dire pour des PGT patientes ou autres. La deuxième question, est-ce qu'on adapte notre protocole quand il y a vraiment une pathologie au niveau endométrial? Non. Donc pour nous, en fait, on arrête toujours la phase de lutéale, le support vers 7 semaines de grossesse. Par contre, effectivement, il y a des patientes où on peut adapter la phase lutéale. Par contre, ce qu'on a un peu l'habitude, mais c'est pas vraiment basé sur des grandes études, c'est si jamais on a une patiente avec une fausse couche à répétition ou un problème d'implantation, parfois on va associer 2 routes de progestérone. Vu comme la figure que je vous montrais, ça peut que dans ces patientes qui ont vraiment des fausses couches à répétition et répétition, qu'ils ont peut-être besoin de plus de progestérone en phase lutéale. Pour la dihydrogestérone, donc oui, quand on fait une association de 2 routes, en général, nous on préfère donc la voie orale et vaginale. En cycle frais, donc oui, pour des patientes sur indication, parfois on va donner donc 2 routes. On mesure pas la progestérone en phase lutéale en cycle frais.
Par contre, on le fait en cycle congelé. Et là, effectivement, quand la progestérone elle est basse, autant dans cycle naturel qu'en cycle artificiel, on associe avec de la dihydrogestérone. Et on a donc une publication dans RBM Online de Dr. Mackens, ma collègue, et où on a montré qu'effectivement, on peut vraiment récupérer cette phase lutéale quand la progestérone elle est basse le jour du transfert, en rajoutant en fait la dihydrogestérone. On va publier le même papier en cycle naturel, et là aussi on voit que si le taux de progestérone est basse le jour du transfert et qu'on rajoute du dihydrogestérone, qu'on peut aussi récupérer la phase lutéale, effectivement en cycle congelé et pas en cycle frais. Merci madame. Vous avez une question du professeur Juan Velasco. Donc si vous voulez bien y répondre un peu plus court, s'il vous plaît. Merci. Pardon, oui, merci. Hi, Caroline. This is Juan Garcia Velasco. Very simple question. Vaginal progesterone is uncomfortable. You have some leakage, you have some itching, and you have oral progesterone. So why don't we move 100% to oral progesterone if the results are the same and avoid the inconvenience for the patient? Yes, yeah. Thank you very much for your question. It's indeed a very simple question, but I think that it's still very much indeed a habit to use it because. As you saw, one of the Lotus trials, both Lotus trials are center supported these trials. And I have to admit that even in our center, we are still using a lot of vaginal progesterone. And there is some change, of course, but we still use a lot of vaginal progesterone. And on the other hand, and I think it's the case in Spain, dihydrogesterone is not in every country allowed for luteal phase support. And I think that is also one of the main reasons why it's not used worldwide. But I think that indeed it is maybe time, certainly with these two big publications, to move towards a more patient-friendly administration route. I completely agree with you. Thank you very much. Merci beaucoup.